Donc pour ça, je vais peut-être juste partager mon écran globalement. Alors, je vais changer le partage. Ok. Bien. Alors, je démarre. Je vous avais envoyé un sujet type bac. On peut noter que d'après les questions et les calculs qu'il y avait à faire dans ce sujet type bac, non, j'ai dit une bêtise. Non, celui-là, la calculatrice était autorisée puisqu'il y avait des calculs de précision à faire. Donc j'ai dit une bêtise, mais parfois il y a des sujets de type bac où on le voit pas, mais la calculatrice n'est pas autorisée. C'était pas le cas de celui-là. Alors il était un peu trop détaillé à mon goût, hein. C'était un sujet pour lequel il y avait pas mal d'aide au niveau des formules. Mais bon. Alors, l'objectif c'est d'utiliser les propriétés d'un laser pour pouvoir mesurer la distance Terre-Lune et voir un peu son évolution. Donc déterminer le champ de gravité de la Terre, mesurer le niveau des océans et des glaciers, suivre la tectonique des plaques, étalonner des instruments spatiaux, étudier la Lune et les planètes, et même tester la physique fondamentale. Toutes ces tâches nécessitent de mesures précises de distance qui se font par télémétrie laser. Et même dans l'industrie, les gens qui bricolent un peu, il existe des télémètres laser à main, comme ça, où on pointe vers un mur et on peut mesurer des distances avec une grande précision. En pratique, on mesure le temps de vol d'une impulsion lumineuse entre une station au sol et une cible placée sur le satellite dont on veut déterminer la distance. Ici, je crois que c'était la Lune. La station est constituée d'un laser pulsé, on en avait un peu parlé, c'est-à-dire qu'il envoie avec des impulsions des lasers, mais pas tout le temps. Et c'est sur des impulsions très très brèves, d'un dispositif de détection et de datation et d'un télescope. Le laser émet des impulsions lumineuses très brèves, 20 picosecondes. Donc ça c'est une donnée qui va être intéressante. Ça peut être bien de la surligner. D'une puissance instantanée fantastique. Bon, fantastique, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais c'est que c'est une grande puissance. Alors, ça sera à vérifier dans une des questions. La plupart d'entre eux émettent une impulsion tous les dixièmes de seconde, soit une cadence de tir de 10 Hz. Donc, ça veut dire que toutes les secondes, il y a 10 impulsions qui sont envoyées. Mais certaines atteignent des cadences de tir de quelques kHz, donc plusieurs milliers d'impulsions par seconde. Donc tout ça, c'est du blabla un peu. C'est pas forcément utile pour la suite. La date de départ de l'impulsion est déterminée avec précision. La cible équipée d'un réflecteur renvoie le faisceau en direction de la station, laquelle détecte et date le faisceau de retour. La distance est déduite des différences entre les dates de départ et de retour des impulsions émises par la station et réfléchies par la cible. Donc c'est assez simple à comprendre. Si je veux faire un petit croquis, j'ai la Terre sur laquelle je place le laser ici. Et de ce laser, j'envoie des impulsions sur un satellite, à la Lune par exemple, sur laquelle il y a un miroir de disposer. Et donc cette impulsion, elle va se propager dans ce sens-là à l'aller, et puis elle va revenir au retour. Et donc ici, on va mesurer la durée qui sépare l'émission de la réception, quoi. Donc la durée pour laquelle ça fait un aller-retour sur le miroir qui est placé sur la Lune. Et ça, on le fait régulièrement en visant la Lune. Ça permet de suivre un petit peu l'évolution de la distance Terre-Lune. Alors on peut le faire parce que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Donc le miroir qu'on a placé, il est utile. Parce que sinon, je pourrais pas m'en servir les moments où le miroir serait de l'autre côté. Mais la Lune présente toujours sa même face à la Terre, donc c'est pratique. On peut avoir positionné plusieurs miroirs sur cette face visible, ça marche tout le temps. L'exercice aborde quelques problématiques en lien avec le travail réalisé par des ingénieurs et chercheurs de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Les documents utiles à la résolution sont rassemblés ci-dessous. On utilise un laser ND constitué de cristaux de grenat artificiels, d'yttrium et d'aluminium, dopés par des ions néodymes. Bon. L'inversion de population réalisée par pompage optique concerne les derniers ions. Donc c'est ceux-là pour lesquels on va exciter la matière pour pouvoir ensuite provoquer de l'émission stimulée. Le laser émet une radiation lumineuse de longueur d'onde
1064 nanomètres, mais un dispositif permet de doubler sa fréquence de sorte qu'il émet à la sortie du télescope une radiation de longueur d'onde. Donc ça c'est intéressant parce que ça sera utile, la longueur d'onde du laser à la sortie du télescope. La fréquence d'une radiation, alors ça c'est ce qui est peut-être donné en trop, et cette formule-là, normalement vous êtes censé la connaître, mais là ils l'ont rappelé. C égale lambda fois V, fois la fréquence, pardon. Ou nu c'est la fréquence. Et enfin, un tir laser permet une centaine d'impulsions pendant une dizaine de secondes, chacune durant 20 picosecondes. Donc ça c'est la durée d'une impulsion, et chaque impulsion a une énergie de 20 millijoules. Donc on a la durée d'une impulsion, et ça c'est delta t, la durée d'une impulsion, et ici l'énergie d'une impulsion. Enfin, on continue. Le document 2 nous dit que, on nous rappelle ce que c'est qu'une picoseconde. Une picoseconde, c'est 10 puissance moins 12 secondes, donc ils sont gentils de le rappeler. La durée d'un aller-retour d'une impulsion émise par le laser peut être enregistrée, et la distance Terre-Lune est alors calculée automatiquement. Il y a 5 réflecteurs qui sont placés sur la Lune, avec une surface d'environ 0,5 m². Le tableau de mesure suivant résume les données obtenues pour chaque impulsion reçue lorsque les tirs ont été effectués entre le 27 et le 30 novembre 2002. On nous donne avec une grande précision la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Et puis voilà les résultats, et il en manque un, ici. Donc une des questions, ce sera de calculer cette distance Terre-Lune. On voit d'ailleurs que la distance Terre-Lune n'est pas tout le temps la même, c'est une des questions pour laquelle on aura des hypothèses à émettre. Alors ce qu'il faut, c'est de voir, l'intérêt de tout ça, c'est de voir la tendance en fait. Donc il y a des variations, certes, mais quand on fait ces expériences-là sur plusieurs jours, plusieurs mois d'affilée, voire plusieurs années d'affilée, on se rend compte que globalement, la distance, elle, est de plus en plus grande. Bon, il y a quelques centimètres par an de plus en moyenne pour la distance Terre-Lune. Tout faisceau lumineux diverge, donc quand je prends même un rayon laser, il diverge. À son départ, le faisceau laser a un diamètre grand D, donc, ça c'est le diamètre du faisceau laser, mais ce faisceau il va diverger comme ça. Alors si j'exagère les choses, il va diverger comme ça, donc il va s'écarter. Et on nous dit que la diffraction provoque donc une faible divergence de 1 millionième de radian, soit un élargissement du faisceau de l'ordre de 1 micromètre par mètre parcouru. C'est-à-dire que si je fais une distance de 1 mètre ici, c'est vilain, mais je le referai au propre tout à l'heure, ça veut dire que ça s'est écarté ici de 1 micromètre. Voilà ce que signifie cette phrase. Je le referai au propre tout à l'heure. Et la distance totale à laquelle en moyenne à laquelle le laser va arriver, c'est 400 000 km environ. Donc, voilà ce que j'ai en distance totale. La diffraction se produisant de la même façon. Alors l'effet à l'arrivée est important, c'est ce qu'on nous dit. Il faudra justifier que l'effet qu'on a à l'arrivée, c'est-à-dire la tache lumineuse qu'on a à l'arrivée sur la Lune, elle est importante. La diffraction se produisant de la même façon pour le faisceau retour, on ne détecte qu'une infime partie de cette lumière réfléchie. Donc au retour, ça continue à s'écarter, et donc on ne capte plus que 2 fois 10 puissance moins 18 millijoules par impulsion. Alors qu'au départ, je sais plus ce qu'on a c'est expliqué après, le nombre de... Si, on a 200 millijoules par impulsion, et à la fin, on en a plus que 2 fois 10 puissance moins 18, alors qu'on en avait 200 au départ, donc on en perd énormément. Bon, voilà pour la présentation de tous les documents. À l'aide de vos connaissances et des documents fournis, rédigez des réponses argumentées aux situations suivantes. Montrez, en utilisant la relation C égale lambda fois V, que doubler la fréquence permet de diviser par 2 la longueur d'onde émise initialement par le laser. Alors, on a la relation qu'on peut écrire sous la forme F égale, ou fréquence égale. La fréquence, doubler la fréquence permet de diviser par 2 la longueur d'onde. Donc je vais l'exprimer sous la forme lambda égale. Lambda égale C sur nu. Lambda égale C sur nu. Quand je l'écris comme ça, je vois bien que si je multiplie ce qui est dessous par 2, alors
la valeur de lambda va être L divisé par 2. Alors pour ça, on peut le prouver de façon un peu plus mathématique en disant que la nouvelle longueur d'onde, on peut l'appeler lambda prime. Lambda prime est égal à C sur 2 fois la fréquence, et on trouve bien lambda sur 2. Bon, c'est pas excessivement compliqué. Je passe à la suite. 1 de 2 justifier l'affirmation d'Étienne Samin, ouais. Le laser émet des impulsions de puissance instantanée fantastiques. Donc il faut, en fait, indirectement, il faut calculer la puissance. Et ils sont gentils, ils nous redonnent la formule de la puissance. Bon, on a juste à l'appliquer, savoir que delta t c'est la durée d'une impulsion. On l'avait dit précédemment, ici, la durée d'une impulsion c'est 20 picosecondes, et E c'est 20 millijoules. Donc j'applique directement la formule du cours. 20 picosecondes c'est 20 10 moins 12 secondes, et 20 millijoules, 200 millijoules c'est 210 moins 3. Donc je divise l'un par l'autre, et je tombe sur une puissance colossale, de l'ordre en vocabulaire familier, on va dire, c'est 10 milliards de watts. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est fantastique. C'est une grande puissance. Estimé, donc c'est du style des lasers utilisés dans la guerre des étoiles, ça c'est vraiment puissant. Hein. Alors comme ça se dilate, puisque ça s'élargit au fur et à mesure que ça voyage, bah, c'est de moins en moins puissant par unité de surface. Donc ça va pas cramer et faire un trou sur la Lune, ça. Hein, parce que ça sera bien dilaté quand ça arrive sur la Lune. Estimer le nombre de photons émis à chaque impulsion en direction de la Lune. Puis on va faire ça en calcul d'ordre de grandeur. Et ils sont gentils, ils nous redonnent l'énergie d'un photon égale h nu ou hc sur lambda. C'est trop, hein. Habituellement on ne donne pas ça. Hein. Donc chaque photon possède une énergie E égale hc sur lambda. Je vais calculer cette énergie en ordre de grandeur. Je regarde juste s'il y a pas de questions, si vous avez... Ok, d'accord, non, il n'y a pas de questions. Je continue. Alors, en ordre de grandeur, déjà, donc là je vais insister un peu plus. 532 nanomètres. L'ordre de grandeur, on va le revoir là, c'est ce qui avait été à faire aussi dans les activités pour aujourd'hui. C'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Donc ce nombre-là, c'est 5,32. Si je l'écris en notation scientifique et en mètres, 532, ça fait 5,32 10 puissance 2, et 10 puissance moins 9, c'est ce qui correspond au nano. Donc si j'ai dit 10 puissance 2 et du 10 puissance moins 9 côte à côte, je me retrouve avec du 10 puissance moins 7. Moins 9 plus 2, ça fait moins 7 en mètres. Mais je dois trouver l'ordre de grandeur, et là, l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce résultat-là. Donc on pourrait se dire c'est 10 puissance moins 7, la puissance de 10 la plus proche, mais le chiffre qui est avant, il est à 5 ou au-delà, donc je dois arrondir à la puissance de 10 qui est au-dessus. Si je suis à 10 puissance moins 7, et la puissance de 10 qui est au-dessus, c'est 10 moins 6. Donc ça c'est l'ordre de grandeur pour l'énergie d'un seul photon. Maintenant, l'énergie de tous les... Pardon, de... non, pardon, c'est l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais calculer l'ordre de grandeur de l'énergie d'un photon. Alors, H, ça vaut 6, 63, 10 moins 34. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 33. Ce que j'ai mis ici. Parce que c'est 6 avant. Donc, j'arrondis au-dessus. La vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8, normalement. Mais 3 fois 10 puissance 8, l'ordre de grandeur, bah, c'est 10 puissance 8, puisque j'ai un 3 avant. Donc l'ordre de grandeur, c'est bien 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est pour ça que j'ai mis 10 puissance 8 dans le calcul. Et je divise par l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, 10 moins 6, de la longueur d'onde, 10 moins 6. Après, on peut faire ça de tête. J'ai moins 33 plus 8 plus 6. Je vais trouver 10 puissance moins 19 joules. Ah, ça, c'est donc l'ordre de grandeur de l'énergie d'un photon. Maintenant, l'énergie, c'était 200 millijoules. Donc, pour avoir le nombre de photons, l'énergie d'une impulsion, c'est 200 millijoules. C'est donc
en faisant le rapport de cette énergie d'une impulsion divisée par l'énergie d'un photon, je vais obtenir l'ordre de grandeur du nombre de photons. Donc je vais faire grand E sur petit e, où grand E c'est l'énergie d'une impulsion. Mais grand E, alors je ne l'ai pas précisé ici, grand E c'est, je ne peux pas écrire ici, 200 millijoules. Donc 200 10-3 joules. Autrement dit, c'est 2 fois 10 puissance moins 1 joule. Je me soucie pas des chiffres significatifs parce que je cherche l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est 10 moins 1, parce que le chiffre d'avant, c'est 2. Donc j'ai mis 10 moins 1 ici pour l'ordre de grandeur de grand E, divisé par ce que j'avais calculé précédemment, et j'obtiens environ 10 puissance plus 18, pardon, c'est une erreur de ma part, 10 puissance 18 photons. Autrement dit, c'est énorme une nouvelle fois. C'est 1 milliard de photons qu'il y a dans chaque impulsion. Ok. À partir des informations fournies dans le document 3, calculez le rayon de la tache lumineuse obtenue sur la Lune. Il est conseillé de schématiser la situation. Alors, là, c'est l'axe dans lequel part le laser. Mais le laser, donc ça fait 400 000 km de distance, on avait dit. Le laser, il a un diamètre grand D, qui fait 2 mètres au départ, ce télescope laser. Donc ce diamètre grand D, je vais le retrouver tout le long ici en rouge. Mais sauf que ça s'écarte. Ça s'écarte à raison de 1 micromètre pour chaque mètre parcouru. Et ce que je vais obtenir, donc je le fais comme dessin ici, si en admettant qu'à l'horizontale ici j'ai 1 mètre, alors ça signifie que je me suis écarté de 1 micromètre verticalement, c'est ce que dit l'énoncé. Moi ce que je veux c'est connaître le diamètre de cette tache ici, ou le rayon pardon, c'est le rayon. Donc le rayon, si je fais un petit schéma, donc tout ça c'est toute la tache ici, le rayon c'est ce que j'ai mis en pointillé en rouge ici, plus la moitié du diamètre. Là. Donc ça c'est le rayon que j'ai mis ici en violet. Alors comment faire pour obtenir ce rayon? Si je mets des petites lettres sur certains triangles, hein, vous savez qu'en mathématiques les triangles rectangles ou les triangles qui ont un sommet commun et des axes qui sont les mêmes ou parallèles, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Et ce que je veux, c'est connaître R. Mais R, c'est la longueur BC plus la moitié du diamètre. Le rayon de la tâche sera de R qui est égal à BC plus la moitié du diamètre. Le but du jeu, c'est de calculer BC. Quand je regarde les triangles rectangles, les triangles AEF et ABC, ce sont des triangles dans lesquels je peux appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès va me permettre d'écrire les rapports des petits côtés sur grands côtés sont égaux, ou les rapports des grands côtés sur petits côtés sont égaux aussi. Donc ici par exemple, je peux dire que le rapport de BC, qui est un petit côté, sur le petit côté de l'autre triangle EF, va être égal au rapport de le grand côté du grand triangle, c'est AC, sur le grand côté du petit triangle, c'est AF. Donc je peux dire que BC sur EF est égal à AC sur AF. Ce que je peux transformer encore en BC est égal à EF fois AC sur AF. Le EF qui est ici, je l'ai fait passer au-dessus. Et après, je passe à l'application numérique. EF, je sais que c'est 1 micromètre. Donc 1 micromètre, c'est 1 10-6. AC, quand je prends AC, c'est les 400 000 km. 400 000 km, en mètres, ça fait du 10-3. 10 puissance 3. 400 000 fois 10 puissance 3. Et enfin, D sur 2, AF, c'est 1 mètre, on nous dit. Donc je divise par 1 mètre. Ça me fait 400 mètres, 4 fois 10 puissance 2 mètres, en ordre de grandeur. Parce que j'ai qu'un seul chiffre significatif, puisqu'on m'en donne qu'un ici pour l'écartement. Donc environ 400 mètres d'écart ici pour BC uniquement. Donc le rayon, c'est 400 plus la moitié du diamètre, donc 401. Sauf que comme
je connais pas plus de précision que un seul chiffre significatif, ça va rester à 400 mètres environ. Donc le 1 mètre que j'ai rajouté, il est négligeable compte tenu de la précision de mon calcul. Donc pour résumer, au départ, mon diamètre, à la sortie du télescope, mon diamètre de laser, il fait 2 mètres de large. À la fin, il fait 800 mètres de large, parce que 400 plus 400, pour avoir le diamètre total, ça fait 800. Donc commentez les propos de Jean-Michel Courty et Nicolas Treps quand ils écrivent que même si le faisceau émis possède une faible divergence, l'effet sur la Lune est important en comparant le diamètre de la tâche obtenue sur la Lune par rapport au diamètre initial. C'est ce que je viens de dire. Le diamètre initial c'est 2 mètres, le diamètre final c'est 2 fois 400 mètres. Donc on a 2 mètres au départ et à son arrivée ça fait 800 mètres. Donc il est 400 fois plus gros en fait sur la Lune. Donc on peut pas dire que c'est négligeable ça, hein. L'effet sur la Lune, il est important. Même si c'est peu divergent. Parce que c'est tellement loin que ça s'écarte quand même. Je passe à la suite. 2.1.1. Par quel calcul sont obtenues les distances Terre-Lune de la dernière colonne du tableau? Et expliciter celui manquant dans le tableau de mesure, puis calculer sa valeur. Donc le tableau, c'est celui qui était donné ici. En gros, je veux savoir comment est-ce qu'ils ont calculé cette distance-là à chaque fois. Bon, c'est pas très compliqué. Donc on va faire assez vite. Ici, on a un laser qui a fait un aller-retour pendant une durée qui est chronométrée par la machine. Donc le laser effectue un aller-retour Terre-Lune à une vitesse qui correspond à c pendant une durée d'aller-retour qu'on peut noter delta t. Donc cette célérité, c'est la distance parcourue par le laser divisée par le temps qu'il lui a fallu. Sauf qu'il fait un aller-retour. Donc l'aller-retour signifie qu'il fait 2 fois la distance Terre-Lune. Donc la vitesse de la lumière correspond à 2 fois la distance Terre-Lune divisée par le temps que ça lui a pris. Et moi ce qui m'intéresse c'est la distance Terre-Lune. Donc je vais extraire la distance Terre-Lune de ce calcul en faisant passer le 2 de l'autre côté en dessous et le delta t qui était en bas de l'autre côté au-dessus. Ce qui fait que je vais me retrouver avec la distance Terre-Lune, c'est c fois delta t sur 2. C'est, si je veux de la précision, parce que quand je regarde le tableau ici de données, c'est des chiffres, j'en connais beaucoup. Ça c'est la durée delta t en 10 puissance moins 13 secondes, je crois. Donc il me faut beaucoup de chiffres. Donc ça veut dire que la célérité, je ne vais pas prendre 3 fois 10 puissance 8, si je veux connaître mon résultat avec précision. Je vais prendre tous les chiffres qui sont proposés dans l'énoncé ici, à cet endroit-là, la vitesse de la lumière qui est proposée ici, entourée en rouge. Je vais prendre tous ces chiffres-là, j'en connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais tous les utiliser. Et pareil pour la durée, je vais utiliser tous les chiffres qui sont indiqués ici. Donc, dans le tableau, la valeur manquante, si je fais l'application numérique, c'est, je vais utiliser tous les chiffres significatifs. Et pour le delta t, tous les chiffres qui me sont proposés aussi. On m'a bien dit dans le tableau que c'était x 10 puissance moins 13 ce temps-là. Je divise par 2 et j'obtiens une distance de 3, 6, 2, 2, 2, 1, 5, 8, 5, 0 mètres. En kilomètres, je décale la virgule de 3 crans, ça me fait 362 215,850 km. Bon. Voilà ce qu'il fallait rajouter dans la colonne manquante. Alors on a moins de précision que leurs chiffres à eux. Si vous regardez leur tableau, dans leur tableau, vous avez en kilomètres, nous on avait 3 chiffres significatifs, eux ils en ont 5 chiffres après la virgule, pardon. Donc nous on en a que 3 d'après ces calculs. C'est parce qu'on n'a pas utilisé la vitesse de la lumière avec une précision suffisante. D'après le nombre de chiffres significatifs fournis par le tableau, dans ces chiffres de données, avec quelle précision la distance Terre-Lune est-elle mesurée actuellement? Alors ça signifie à combien près on a mesuré la distance. Donc quand je regarde le tableau, j'ai 5 chiffres après la virgule en kilomètres, 5 chiffres après la virgule. Donc ça veut dire que je suis au niveau des centimètres. 5 chiffres après la virgule. Vous imaginez les kilomètres qui sont là, je le fais vite fait, mais vous avez hectomètre,
décamètres. Après, vous avez les mètres. Après, vous avez les décimètres, pardon. Les centimètres, etc. Donc, si ici, je suis au kilomètre et après, je cherche les chiffres après la virgule, 1, 2, 3, 4, le 5e chiffre après la virgule, c'est bien sur les centimètres qu'il joue. Donc, je connais la mesure au centimètre près. Vous imaginez la précision. C'est-à-dire qu'on mesure la distance à laquelle se trouve la Lune et on peut affirmer à 1 cm près à quelle distance il est. Elles sont précises au centimètre. C'est pour ça qu'on peut affirmer que d'année en année, on perd quelques centimètres. On arrive à le voir avec cette précision-là. À votre avis, quel type d'horloge peut permettre d'atteindre une telle précision sur les durées de parcours des impulsions? Alors ça, vous le saviez. Vous ne savez pas forcément, j'en ai déjà parlé. Mais en recherchant un petit peu les horloges les plus précises, qui permettent d'accéder à des mesures aussi précises de durée, ce sont des horloges atomiques. Une horloge atomique. Pas une horloge à quartz, pas une horloge mécanique, c'est pas possible. Proposez 2 hypothèses à considérer pour tenter d'expliquer les écarts observés sur la mesure de la distance Terre-Lune. Alors, les écarts observés, on voit que sur une année, il y a des écarts. Et il faut trouver des hypothèses. On peut le revoir dans le tableau ici. Quand je reprends le tableau, j'ai pas toujours les mêmes distances. Il y a même des écarts assez importants. Ça joue ici sur le 3e chiffre significatif. Donc ça joue quand même beaucoup. Alors, même sur le 2e, qu'est-ce qui peut expliquer ça? On a expliqué dans les lois de Kepler, dans un chapitre précédent, que en fait, les satellites, les planètes, quand ils tournent autour d'un astre attracteur, c'est pas forcément sur une orbite parfaitement circulaire, ça peut être elliptique. Donc ça, c'est une première hypothèse qu'on peut émettre. L'orbite de la Lune n'est pas circulaire, mais elle est elliptique. Dans ce cas, ça voudrait dire que régulièrement, on voit dans ces distances, on peut voir des tendances à la réduction, puis ensuite à l'augmentation de la distance. C'est un peu la tendance. Ici, on voit que vers la fin, là, le 30 novembre, c'est une réduction, ça tend à se réduire de façon régulière. Là. Donc je pense que pour moi, c'est l'hypothèse la plus importante. Maintenant, on peut émettre d'autres hypothèses sur ces différences-là. On peut y émettre l'hypothèse que la Lune, elle est pas, c'est pas une sphère parfaite, et comme il y a des miroirs qui sont placés à différents endroits, ils ont peut-être différentes altitudes. Donc ça jouerait sur quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres. Et puis, on peut aussi émettre l'hypothèse que suivant l'endroit où je me place, où j'envoie mon laser, la lumière, elle peut être ralentie légèrement dans l'atmosphère terrestre. Et donc, si ça traverse une couche d'atmosphère plus ou moins importante, ça va jouer un peu sur la précision de la mesure de la durée. Bon, celle-là, elle a peut-être moins d'influence. Voilà pour la correction de cet exercice-là. Je regarde l'heure, ouais, c'est bon, il est 10h40. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette correction ? Des questions ou pas de questions? Je vais vous envoyer la vidéo. Je filme en même temps. Ok, alors je passe à la suite. Donc la suite, il y avait une activité à chercher qui portait sur... Donc là on va démarrer un nouveau chapitre. Donc, je vous ai fait suivre par mail le cours sur ce chapitre. Donc c'est le dernier chapitre sur les énergies. Donc j'avais évoqué le fait que les énergies d'un système, quand on perd de l'énergie, ça veut dire qu'on le transfère. L'énergie, ça se perd pas. On transfère l'énergie à d'autres systèmes. Où on peut gagner de l'énergie, c'est-à-dire que c'est un système qui nous en a donné à nous. Et ces transferts se font de diverses manières. On a déjà évoqué les transferts par travail mécanique ou travail électrique. Transfert par travail. On a évoqué des transferts d'énergie par transfert quantique au niveau du rayonnement, des photons qui sont absorbés ou émis. Et là, dans ce chapitre-là, le but, c'est d'étudier les transferts thermiques d'énergie.
Alors, vous savez sans doute, on peut perdre de l'énergie sous forme de chaleur. Donc c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Mais auparavant, il y avait des activités sur les aspects microscopiques et macroscopiques de la matière. Et notamment des microscopes assez sophistiqués qui ont été inventés pour pouvoir explorer la matière au niveau microscopique. Alors on nous parlait de différents types de microscopes. Vous avez le microscope à force atomique, qui était présenté ici, AFM, qui permet de visualiser la topographie de la surface d'un échantillon en balayant avec une pointe très très fine la surface d'un matériau. Il existe d'autres microscopes, le microscope à effet tunnel aussi, qui permet de voir aussi les choses avec une très grande précision. Donc là, vous avez un schéma simplifié du microscope. On envoie un laser à la surface. Il se réfléchit de façon plus ou moins symétrique. Et on a un récepteur qui est ici. Et en fait, en fonction de la durée que ça prend, on sait si on a si ça, c'est comme de la télémétrie qu'on vient d'évoquer, on sait si ça a rencontré une surface qui était plus ou moins haute ou pas, parce que plus ça va être bombé vers le haut et plus le laser moins il va mettre de temps pour faire l'aller-retour. Et puis il y a un système ensuite qui permet de balayer avec précision, c'est-à-dire de déplacer l'échantillon pour que le laser puisse balayer l'essentiel de la surface. Et en fonction du temps que met le laser pour faire ce trajet-là, on pourra en déduire quel est l'aspect de la surface. Est-ce que ça monte ou pas? Est-ce qu'il y a des creux, etc. Donc c'est la pointe qui est l'élément essentiel des microscopes à force atomique. Elle est souvent composée de silicium et sa forme plus ou moins effilée détermine la résolution du microscope. Alors, première question, quel est le rôle du balayage dans un microscope à force atomique? Si je balayais pas, je ne verrais qu'un seul endroit de mon échantillon. Donc, le but de déplacer le support, c'est pour pouvoir sonder toute la surface et voir toutes les irrégularités. Ensuite, tout est compilé sur un ordinateur pour pouvoir rendre une image à 2 dimensions ou voire à 3 dimensions. C'est la même chose pour une échographie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous avez déjà eu ça ou déjà vu ça à la télé ou aux parents, j'en sais rien. Mais on vient sonder, c'est pas avec un laser, c'est avec des ultrasons à l'intérieur du ventre, et on se déplace. C'est pour pouvoir sonder toute une surface du ventre, et ça renvoie à l'ordinateur une image. Quel est le rôle du laser et du photorécepteur? Le laser va permettre de déterminer les déplacements, donc hauteur, position de la pointe, et un ordinateur reconstitue une image en 3 dimensions de la surface de l'échantillon. Citer un élément qui limite la résolution du microscope à force atomique. La taille de la pointe. Interpréter les documents. La couleur vue sur le document 7 est-elle la couleur réelle des atomes? Donc le document 5, là je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez une image qui doit être en orange. C'est pas du tout la couleur naturelle. Les atomes, ils n'ont pas de couleur. En fait, si la matière nous renvoie des couleurs, c'est dû à l'interaction entre la matière et la lumière, mais un atome, en lui-même, il peut envoyer quelques photons, un photon de temps en temps, il n'a pas de couleur. Donc c'est une couleur qu'on imagine pour rendre une image agréable à l'œil. Quelle est la surface en mètres carrés de cette image? Alors, pourquoi je ne l'ai pas affiché l'image, moi? Elle vient peut-être après. Vous aviez 1 nanomètre ici. Donc ça, c'est une échelle. Et on nous demande quelle est la surface en mètres carrés de cette image. Donc j'ai 1 nanomètre ici, avec un petit calcul d'échelle, c'est un carré que j'ai pour l'image. Donc je vais mesurer combien de centimètres j'ai pour la largeur de l'image, je vais mesurer combien de centimètres correspondent à 1 nanomètre, et puis je fais un produit en croix pour connaître la taille de mon image. L'image a une longueur de 2,5 nanomètres et une largeur de 2,3 nanomètres. Pardon, elle n'est pas carrée. Donc quand je fais les calculs, ici, 2,5 et 2,3.
Ce qui fait que sa surface, pardon, elle fait 2,5 fois 2,3 en nanomètres carrés, ça fait 5,8 nanomètres carrés. Bon, tout ça c'est des calculs, hein, je vais vite. Quel est l'ordre de grandeur du nombre d'atomes de tungstène par mètre carré? Bon, on a calculé précédemment que ça faisait 5,8 fois 10 puissance moins 18 mètres carrés. Et ça c'est la surface de l'image. Maintenant, on peut compter combien il y a d'atomes. Si je compte, alors c'est un peu bourrin, mais vous pouvez quand même faire le calcul sur la longueur et sur la largeur et vous multipliez l'un par l'autre. Moi j'ai estimé qu'il y avait environ 140 atomes de tungstène sur cette image. Je me suis pas amusé à tous les compter. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 environ en large. Et puis 1, 2, 3, 4, alors il devait y en avoir 14 sans doute en hauteur, quoi. Donc 10 fois 14, ça me faisait 140 atomes, c'était à peu près l'ordre de grandeur. Donc on peut en conclure que l'ordre de grandeur n du nombre d'atomes de tungstène par mètre carré, bah ça c'était pour une surface de 5,8 10-18 mètres carrés. Donc si je veux savoir combien ça fait pour 1 mètre carré, je vais faire un produit en croix. 140 atomes pour 5,8 10-18 mètres carrés. Donc pour 1 mètre carré, ça me fait 140 sur 5,8 10-18. Donc l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 que j'obtiens, c'est 10 puissance 19 atomes par mètre carré. Quel est l'ordre de grandeur du rayon atomique d'un atome de tungstène? Alors, là, je donne quelques précisions. Il faut estimer que sur la largeur de l'image, si je possède par exemple un atome qui est ici, puis l'atome d'à côté qui est ici, on imagine qu'ils se touchent, les atomes. Alors j'ai mal dessiné, mais on imagine qu'ils se touchent comme ça. Donc le rayon, je vais pouvoir le déduire en disant qu'en fait l'image, si j'ai par exemple 10 atomes de large, j'ai 10 fois le diamètre. Et donc pour obtenir le rayon, je vais y arriver. Donc en faisant l'approximation que les atomes occupent toute la surface, alors moi je l'ai fait avec la surface, en faisant l'approximation que les atomes occupent toute la surface et que la surface d'un atome est celle, alors c'est peut-être un peu plus compliqué, est celle d'un disque. C'est un peu plus compliqué de le faire comme ça. J'aurais pu plus simplement dire que sur la longueur, j'ai compté 140 atomes, je crois, 14 atomes, et j'ai 2,5 nanomètres. J'ai donc 140 fois, non 14 fois le diamètre de l'atome qui font 2,5 nanomètres. Je pouvais diviser pour obtenir l'ordre de grandeur. Bon, je vous fais ma correction quand même un peu plus complexe. En faisant, donc on imagine que tous les atomes occupent toute la surface, il n'y a pas de trou. Chaque atome a une surface de pi r carré. Ça c'est la surface d'un disque. Il y a un atome, mais il prend la surface d'un disque. Alors la surface de l'image, elle fait 140 fois A. Donc j'ai 140 fois la surface d'un atome. Ce qui fait que comme j'ai calculé la surface de l'image qui faisait 5,8 10-18 mètres carrés, je vais pouvoir calculer A, la surface d'un seul disque d'atome. Alors je l'ai fait ici en disant que A c'est pi r carré. Donc j'ai remplacé A par pi r carré. Et j'en ai déduit que pi r carré c'était égal à S sur 140. Ensuite, ce que je veux, c'est extraire R. Le pi, je le fais passer de l'autre côté, ça va me faire pi S. Donc le pi, en passant de l'autre côté, il va être passé au-dessus, pi S. Et je prends la racine de l'ensemble, ça me fait... non, il va passer dessous, pardon, j'ai dit une bêtise. Il va passer dessous. Donc le pi, en passant de l'autre côté, il passe dessous, à côté du 140, et je prends la racine, ça fait une racine de S sur 140 pi. Et je trouve 10 puissance moins 10 mètres. C'est l'ordre de grandeur du rayon d'un atome, ça, il n'y a pas de souci. Faire une recherche pour déterminer la résolution maximale du microscope optique et celle du microscope à force atomique. Un microscope optique, c'est celui que vous utilisez au labo de SVT. Alors il y en a des plus sophistiqués, mais on peut rechercher la résolution. 10 puissance moins 10 mètres pour la force atomique, puisqu'on vient de le dire.
Et pour microscope optique, on arrive, en cherchant sur internet, à 10 puissance moins 7 mètres. Est-ce qu'il est possible de voir des atomes avec un microscope optique? Il est impossible puisque lui, il a une résolution de 10-7 et un atome c'est plus petit. Mais avec la force atomique, on y arrive. Enfin, peut-on observer des fluides avec un microscope à force atomique? Alors, c'est impossible parce que la pointe du microscope atomique ne se soulève que si la surface de l'échantillon analysé est solide. Ok. Voilà pour la correction. Je vais vous envoyer un mail. Alors j'arrête la vidéo.